Bonjour chers spectateurs du Théâtre 104, bonsoir chers auditeurs de France Inter. Voici ce soir avec Raymond Butin, Denis Jacot et Claude Sansonance à la technique, Annie Cœurdevet à la réalisation et Christian Ivaldi au clavecin et tout à l'heure au piano, une émission consacrée au cinéma, c'est Le Masque et la Plume. Autour de nos micros, Georges Charançol des Nouvelles Littéraires qui achève de lire son courrier personnel, Jean-Louis Bory du Nouvel Observateur, Robert Benayoun, Le Point, Michel Simon, la revue Positif. Devant nous, peu de lettres, j'ai fait exprès parce qu'il y a trop de films. Je ne sais pas comment on va faire pour parler de Cannes en une heure. Je veux simplement dire que j'ai une lettre une fois de plus de quelqu'un qui vous reproche, qui nous reproche de tous parler à la fois. Pitié, c'est Madame Francine B. qui habite Semur en Auxois, Côte d'Or. Pitié pour les auditeurs qui ont l'impression d'être un jour de foire sur une place de village. Je ne vous donne pas de nom d'animaux pour autant. Et puis, le choix. Vous avez le choix. Et Monsieur Michel de quelque chose, je ne lis pas bien son nom, ça commence par R.E., qui nous dit qu'il aimerait qu'on tente une expérience comme on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire de faire parler les spectateurs plus que les critiques de cinéma pour parler du Festival de Cannes. Alors comme je pense que parmi vous dans la salle, vous n'êtes pas allés tous à Cannes, peut-être quand même, on ne sait jamais. Personne? Si. La dame très très brune, parce qu'elle était à côté de moi, pas sur le même matelas, mais sur un matelas qui était contigu au mien. Parce que tu as amené, tu nous avais caché tu amènes tes proies ici. Bon. Alors, je vous signale que dimanche prochain, nous aurons un autre Masque et la Plume consacré à Cannes, qui est un Cannes bis, qui a été enregistré par Bernard Deutsch avec Jean-Louis Bory, Nicolas Dorabodi et Samuel Lachise, où vous parlerez un peu On a parlé de tous, du para-festival, c'est-à-dire de tous les films qui n'étaient pas dans le palais du festival et qui sont passionnants, parce que Cannes est une usine qui tourne à plein pendant le festival. Aujourd'hui, nous allons donc parler des films, on va parler du palmarès. Oui. Et puis des films qui auraient dû se trouver au palmarès. Je crois qu'il faut le commenter point par point, il faut peut-être le prendre depuis le début. Voilà, c'était ce que j'allais vous proposer, c'était un peu scolaire peut-être. c'est Efficace. Alors, Grand Prix international Palme d'Or, L'Épouvantail de Schatzberg, ex aequo avec La Méprise, avec une mention qui souligne la qualité exceptionnelle de l'interprétation de Sarah Miles. Pour La Méprise, et puis pour L'Épouvantail de Schatzberg, de Gene Hackman et Al Pacino. Quels sont Robert Benayoun? On ne pouvait pas faire autrement que de primer L'Épouvantail, qui est effectivement le meilleur film à Cannes, mais c'est vraiment l'injurier que de le donner en ex aequo avec un film dont l'intérêt primordial vient dans l'interprétation de Sarah Miles. On aurait pu donner à Sarah Miles un prix d'interprétation, donner à M. Alan Bridges, dont je relis le nom parce que je ne m'en étais pas souvenu vraiment, et je crois que personne ne s'en souviendra même après ce prix, c'est vraiment lui faire une insulte. En effet, M. Alan Bridges doit se trouver lui-même complètement estomaqué d'avoir été comblé de la sorte. C'est un metteur en scène dont il n'y a vraiment rien à retenir. Son film est un film très conventionnel. Encore une fois, le seul intérêt est son interprétation. Bon, alors parlons tout de même et en détail de L'Épouvantail. Oui, bien sûr. En anglais, Scarecrow. Il faut donner la parole à Simon. Je remarque, alors il faut le dire tout de suite parce qu'on le dira plus, qu'il a eu également le prix de l'OCIC, c'est-à-dire le prix de l'Office catholique. Scarecrow ? Oui, je vous le signale, ça vous avez peut-être échappé. Oui, D'ailleurs, pourquoi pas? En effet, c'est un film... Buñuel l'a eu, d'ailleurs. J'ai jamais compris les critères de l'OCIC. Il n'y en a pas. Parfois, ça tombe très mal. Enfin, je veux dire, ça me paraît pas du tout être un film chrétien. Ils ont des critères très catholiques. Oui. C'est-à-dire Si, c'est aimez-vous les uns. Mais les voies de la autres. Providence sont insondables, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de se... Non, c'est un film sur la charité chrétienne. Alors voyons pourquoi. Non, je pense pas du tout que ce soit un film sur la charité. Non, je disais ça pour t'embêter. Bon, alors, il y a deux hommes sur une route qui font de l'autostop. Non, je suis très heureux personnellement que L'Épouvantail ait eu la Palme d'Or, car c'est un film qui me semble considérable. Je ne sais même pas d'ailleurs, peut-être je fais une insulte aux jurys, je ne sais même pas exactement s'ils savent ce qu'ils ont couronné. Alors, quand ils couronnent un bon film, vous leur dites ça. Alors. Non, parce que justement, précisément, le prix partagé me laisse penser qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont couronné. C'est-à-dire que probablement, ils ont couronné un film bien fait, un film bien joué, un film bien photographié. Ils ont dû défendre un certain cinéma classique. En tout cas, dans le cas de L'Épouvantail, je crois que c'est heureux que Schatzberg ait eu ce prix, car je crois que c'est peut-être le plus grand metteur en scène américain de la nouvelle génération depuis les 5 ou 6 dernières années. On avait vu de lui Portrait d'une enfant déchue et Panic à Needle Park, qui étaient des films qui n'étaient pas passés inaperçus, mais enfin qui n'avaient pas eu un très grand succès. Panic à Needle Park avait tout de même eu un prix d'interprétation il y a 2 ans à Cannes.
je crois qu'avec ce film, il va avoir enfin une audience internationale. C'est un film très difficile à faire, car c'est un récit picaresque. Il n'y a rien de plus difficile au cinéma que de raconter une histoire de deux personnes sur une route qui voyagent, parce qu'il n'y a pas vraiment de retournement dramatique, il n'y a pas d'histoire au sens traditionnel du mot. On peut très vite voir son attention se disperser. En plus, c'est un film qui pose le problème du grand sujet et du petit sujet. Apparemment, c'est un petit sujet. Deux hommes, l'amitié entre deux hommes, on rencontre des filles, l'un retrouve sa sœur, l'autre veut essayer de retrouver sa femme qu'il a abandonnée alors qu'elle était enceinte, etc. Et surtout son kid. Et son enfant qui est, puisque sa femme était enceinte. Bref, c'est une histoire comme ça qui se passe sur les routes, et c'est très difficile à faire, car si on réduit le film à son histoire, on le donne à un autre metteur en scène, ça peut être un film catastrophique. Il y a des films, on voit un scénario extrêmement solide, traité par n'importe qui, ça donnerait un film moyen ou très bon. Dans ce film, on peut s'imaginer, ça pourrait être une catastrophe. Or, c'est constamment sublime par la mise en scène de Schatzberg, par sa direction d'acteur, par son humour, par son sens de la tragédie. Il s'est passé absolument à travers toutes les gammes d'émotions. C'est un film qui va de la farce, du burlesque à la Buster Keaton. Il y a une scène de vol dans un grand magasin qui est un chef-d'œuvre de comique, jusqu'à la tragédie la plus pure, et qui est exprimée par les acteurs, par le rythme du film, par la couleur, par le dialogue. Il y a une façon de jouer avec la lumière dans ce film où on passe par des tons très chauds au début dans la campagne américaine, et petit à petit la couleur devient verdâtre, grise, il y a des scènes de prison, puis des scènes d'hôpital, et ça devient une tragédie. Et je crois qu'il a fait une grande fable sur l'Amérique, sur la vie, je crois, c'est des grands mots que j'emploie, mais je crois qu'à partir d'un tout petit sujet, il l'a étendu et il en fait un sujet extraordinaire. Merci Michel Simon. Boris, on va être tous d'accord là-dessus probablement ou pas? Je suis d'accord. Charansol n'est pas tout à fait... C'est-à-dire que je suis d'accord, naturellement, c'est certainement le meilleur film du festival. Mais l'enthousiasme sans nuance de Simon me paraît tout de même excessif. Tout de même, reconnaissez que le dénouement est assez mélodramatique. Pourquoi pas pourquoi pas, d'accord, mais enfin, c'est pas le ton général du film. On a l'impression qu'il n'a pas su très bien comment finir son film. Enfin, l'internement de Al Pacino... C'est inscrit dans la trame du film depuis le début. Enfin, on voit dès les premières images que ce film ne sera pas une comédie, mais au contraire contient des éléments mélodramatiques très très réels et très authentiques. Et puis alors, moi je fais à ce film une autre remarque, je ne dis pas une autre critique. C'est qu'il est tout de même un peu étroit. Il prend quelques semaines de la vie de ces deux hommes depuis leur rencontre jusqu'à leur séparation, alors que l'un et l'autre avaient auparavant eu une existence extrêmement mouvementée, extrêmement... Oh non, si, l'un a été marin pendant 5 ans, oui, l'autre a été en tôle, mais on voudrait savoir pourquoi. Enfin, rien. Justement, ils ont été aliénés avant le début du film, et d'un seul coup, ils se trouvent plongés dans la société. C'est ça le sujet du film, c'est que ce sont deux personnes qui sont hors du monde, l'un parce qu'il a été enfermé, l'autre parce qu'il était sur un bateau, sur un cargo, et tout d'un coup, les voilà replongés devant une Amérique sur laquelle ils ont un retard d'une quinzaine d'années environ. Et ils redécouvrent, d'ailleurs, c'est même l'objet de nombreux gags dans le film, ils découvrent le film avec un recul à la fois temporel et géographique. J'ai l'air en ce moment de me faire l'avocat du diable, alors que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Mais, l'un et l'autre sont tout de même un petit peu des demeurés. Oui. On aimerait qu'ils soient un peu plus astucieux. Ce ne serait pas le même film, Charles. Ce serait pas le même film sur les gens humbles. Si, ça pourrait être le même film, un peu plus astucieux. Non. Un peu plus astucieux, avec des notes d'humour un peu moins grosses, un peu plus subtiles. Non, mais ce qui est important dans Scarecrow, c'est que c'est en effet un film qui est de l'excellent cinéma, parce qu'il ne pouvait être que cinéma, dans la mesure où, que ce soit le sujet qui n'existe pas, il n'y a pas de sujet, que ce soit même le texte qui est absolument à chaque instant évanescent, ça ne peut tenir que par la qualité des images. C'est un bon dialogue. Oui, mais ce dialogue-là il ne tient pas tout seul. Il ne tient que par les images. Oui, ben c'est là où c'est ça du cinéma. Schatzberg fait du cinéma. Et ce qui était très émouvant, c'est que, et là il faut revenir au titre, comme toujours dans les bons films, il y a un moment où les deux personnages discutent entre eux, et il y en a un qui dit l'épouvantail, ça sert à faire peur au corbeau. Non, dit l'autre, dit Al Pacino, le petit malin, ça sert à faire rigoler les corbeaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on arrive à un certain degré, si vous voulez, une façon de vivre qui passe par
un humour. Je te signale Et il y que a- cette scène, l'image est particulièrement pauvre. C'est une scène où l'un se douche et l'autre se rase. Mais c'est pas une scène pauvre. Il n'y a que du texte. Ah Elle ouais, est mais riche- c'est pas une elle est scène riche pauvre. par le texte. Non, par le fait que justement, non, par le Elle fait est qu'ils très sont bien mise en dans un scène. moment d'occupation Ah bon mine. Ah oui, Vous trouvez? constamment, Mais constamment. la façon dont l'un se douche et dont l'autre se rase Voilà, mon cher a une grande importance. Il a compris. Oui, mais enfin. Il comprend. Oh, je t'en prie. Mais si, il a compris. non. Il a compris qu'il y a Non. une façon de se doucher, une façon de se raser qui peut signifier des Oh, choses. non, mais alors mais là- si. non, alors Enfin, c'est- qu'est-ce que c'est que la mise en scène? Ben, c'est le Qu'est-ce que signe- c'est que la direction d'acteur? Tout le monde va se raser comme ça dans son lavabo. Ah, et- je te jure, non, ils sont vraiment. Écoute. Bon, alors expliquez-moi, c'est bah, intéressant. très bien. C'est un plan que toute la France a vu à la télévision François Régis. avant-hier. Non mais l'image n'est pas dans le monsieur qui est sous la douche, dans le monsieur qui se passe une lame pour enlever du poil. Il est dans le regard du monsieur qui regarde le type se doucher non. et le regarde se passer le poil. C'est Oh, ça pas le du tout, cinéma, il se t'as regarde- compris? il se regarde ça pas, tout de pas même. du tout. Bon, Il se regarde pas. Schatzberg, justement, et c'est là où le film est réussi, il est prodigieux, c'est qu'il prend tout au ras de terre. C'est l'histoire de deux qui sont des clochards, qui sont des tramps. Et alors non seulement c'est Des- important, des- tramps. Oui, vous Fameux. oubliez vos classiques. Bon. Alors non mais Il le dit bien. 30, c'est le titre d'un film Oui, célèbre. oui, c'est vrai. Michel Simon, revenons au sérieux. Non, mais je crois que Jean-Louis Borry a parfaitement raison. On ne peut parler de ce film qu'en termes de cinéma. Par exemple, prenons le début du film. En 15 minutes, pratiquement muette, Il n'y a rien. Schatzberg situe deux personnages Formidable, qui se rencontrent. formidable. Il ouvre d'abord par un plan qui est un des plus beaux débuts que j'ai jamais vu au cinéma, un plan de colline dorée avec un homme qui descend vers nous et des barbelés, qui est le personnage de Gene Hackman, balourd, bourru. Des barbelés. Oui, il y a Oui, des il passe barbelés, des il passe barrières, à travers des barbelés. barbelés. Ah oui, c'est vrai. Bon, il s'égratine, C'est le il sens du s'accroche, ensuite il trébuche, etc. Il y a déjà l'humour, il y a la solitude de ce clochard dans ce paysage gigantesque. Bon, il y a déjà tout le personnage qui est donné par sa démarche. Et ensuite, il y a un contre-champ. On passe à Al Pacino, qui le regarde avec des grands yeux innocents. On voit déjà dans le regard de Pacino la différence, tendre. On voit déjà la différence d'attente, avec surtout. Hackman et d'attente. Ensuite, ils se retrouvent en bord de route, c'est la nuit qui tombe. Et puis, ils vont commencer à faire de l'autostop. Et puis, il y a la tempête qui naît. En un seul plan, on voit pendant 3 ou 4 minutes la tempête se lever. On voit littéralement une tempête nette sur l'écran, alors qu'il n'y a pas de montage. Je ne sais pas par quel hasard Avec les il a boules de réussi à chardon. saisir. Alors, on Avec voit, une soufflerie énorme. on voit les boules qui passent. Non, mais on commence, on voit le ciel Entre nous, s'obscurcir. enfin, si, alors, Bon. si tu veux, c'est Non, bon. mais Enfin bon, ça on fait- voit le les ciel boules s'obs- en question, on sent Ah oui, une mais soufflerie c'est gigantesque. ça l'art, justement. C'est qu'on ne puisse pas voir la machinerie qui est derrière. On voit le ciel s'obscurcir. Donc il est arrivé en 10 minutes à donner ses rapports. Ensuite, il lui offre sa dernière allumette pour allumer sa cigarette. Très beau. Et l'amitié naît entre ces deux personnages. Bon, ça a duré déjà 10 ou 15 minutes. On se dit, tiens, c'est un cinéaste qui va faire uniquement des images, qui ne s'exprime que par images, comme par exemple certains ont fait des tours de force, comme l'île nue, par exemple. On fait 1h30 silencieuse. Pas du tout. La séquence suivante, c'est 8 minutes en plan fixe à un bar entre deux hommes qui discutent. Oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ce n'est pas du tout théorique. C'est-à-dire qu'à un moment, après 15 minutes, il faut que nous fassions, nous, connaissance avec ces personnages en même temps qu'ils font connaissance entre eux. Ils se sont connus silencieusement, maintenant ils vont parler. Et l'un raconte qu'il a quitté la marine, qu'il veut retrouver son fils, l'autre dit j'étais en prison. Et on a 8 minutes en plan fixe, comme dans un cinéma underground, où on voit deux personnages qui parlent, la caméra ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment la preuve que c'est un très grand cinéaste, parce qu'il n'y a aucune esbrouffe. C'est-à-dire qu'à chaque moment, les choses sont dictées. Le style est dicté par ce qu'il a exprimé. Sous la douche, par exemple, et quand il se rase, c'est extraordinaire parce que c'est simplement champ contre champ. Il ne passe pas, il ne fait pas tourner la caméra, il ne fait pas d'un seul coup des effets, etc., ou des zooms. C'est simple, c'est deux hommes qui parlent, l'un est sous la douche, l'autre se rase. Et ensuite, il va faire des séquences entièrement muettes ou avec de la chanson qui vont exprimer d'autres émotions. C'est un film vraiment de musicien, c'est un film de peintre, mais avant tout de cinéaste, c'est-à-dire qu'il s'exprime entièrement par les moyens cinématographiques. Bon. Et puis sur un Merci autre Michel plan, Simon. c'est un Boris. film important dans la mesure où ces deux clochards ils prennent une signification extrêmement importante. Là, ces clochards, ils sont clochards parce qu'ils ne peuvent pas être autre chose que des clochards. Et il y a donc une espèce de civilisation des routes. Jacques Kerouac était l'écrivain de cette civilisation des routes en Amérique, de ces vagabonds qui maintenant deviennent des vagabonds volontaires. Il y a toute une partie de l'Amérique, je pense aux hippies, etc., qui choisissent la route plutôt que de rester dans une partie Oui, stable. cela dit, il a du fric en banque et lui tarde. Oui, mais Exact. d'accord. Oui, mais Non, enfin, exactement. il faut bien dire sûr. aussi, il faut Il y dire a- aussi que ce Non, fait- écoute Jean-Louis, là vraiment tu dis une contre-vérité Mais pas du flagrante. L'un et l'autre ont au contraire le désir de s'installer, Ils de ne peuvent pas s'établir. le faire, ils ne peuvent Mais pas ils le peuvent faire. parfaitement le faire. Non, L'un non, a 1,5 million en banque, ce qui va lui permettre de de monter. Ça lui permettra pas. Alors Benayoun n'a pas parlé du tout, vous allez reprendre votre souffle tous les deux, vous allez voir. Je crois que Robert ce qui est Benayoun. important, et ça répond un peu à une objection que faisait Charançol, c'est que ces personnages sont des personnages ordinaires. Lorsqu'on nous montre, et on nous a montré souvent ce voyage sur une route qui traverse les États-Unis, c'était souvent des personnages pittoresques, c'était souvent des personnages d'un romantisme un peu appuyé. C'était par exemple les hippies
de Easy Rider. Et là, cette fois-ci, on a affaire à des gens qui sont laids, qui sont frustres, qui ne sont pas très intéressants ni sur le plan de leur vie personnelle, ni sur le plan social. Ce ne sont pas des gens qui incarnent une couche particulière de la société, ce sont des gens comme on en rencontre dans la rue et comme on ne les remarque pas dans la rue. Et tout le film, y compris les femmes, car il y a dans le film des femmes très émouvantes, qui sont véritablement des barmaids très vulgaires, extrêmement vulgaires, des espèces de... On peut employer entre guillemets le mot, on dirait des poufiasses si l'on veut. Elles sont absolument merveilleuses, d'émotion, de naturel, d'humanité, de sincérité. Et ce sont des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, même dans le cinéma américain. Alors je crois que ça, c'est justement une marque d'authenticité. Ce film-là est un film qu'on pourrait dire réaliste, mais qui transcende complètement tout misérabilisme. Parce qu'il est la réalité totale. Et c'est la première fois que dans un film de cette envergure et dans la tradition de Kerouac, on s'approche avec un mépris total des conventions mélodramatiques et aussi du romantisme de personnages réels. Il faut dire que c'est un film très drôle aussi. Je veux dire que ce qu'on en dit est faire rigoler les corbeaux. Juste, mais je crois que c'est un film très drôle et c'est un film sur la façon dont chaque personnage fait rire l'autre et aussi la façon dont le metteur en scène sait faire rire par différents moyens le spectateur. Parce qu'il y a aussi toutes les gammes du comique dans ce film. Sauf la scène de la prison. Ah non. Est-ce que je vous ai assez laissé parler de ce film? Oui. Ça vous paraît suffisant? Oui. Bon, vous êtes tous les quatre d'accord. Étant donné qu'il y a 20 films primés, si nous nous étendons autant vous êtes tous les quatre d'accord pour dire que ce film, L'Épouvantail, est le meilleur que vous ayez vu à Cannes et que c'est un très beau film. Non, c'est pas le meilleur qu'on ait vu à Cannes. C'est l'un des deux meilleurs. Non, le meilleur qu'on a vu à Cannes. Nous verrons. Le grand prix spécial du jury, c'était donc L'Épouvantail, le film de Jerry Schatzberg. Vous avez une... Attendez, je suis interrompu et Christian Ivaldi prépare pendant ce temps au piano quelque chose. Oui, monsieur. Je voudrais pas que vous insistiez trop sur le film L'Épouvantail. Il y a d'autres films qui n'ont pas été présentés. Je pense au film d'André Cayatte qui m'a profondément marqué. Qu'est-ce que vous voulez diriger la tribune à ma place pour la première fois? Non, pas du tout. Bon, Mais le film d'André Cayatte n'est pas à Cannes. Il n'est pas à Cannes, Nous parlons monsieur. de Cannes aujourd'hui. Vous voulez parler du film de Cannes, pourquoi? Non, je pense que le film de Cayatte est assez important pour qu'on ne néglige pas. Vous n'êtes pas attaché de presse de ce film? Non, j'étais profondément marqué par ce film, par son esthétique, par son dialogue, par le sujet aussi. Bon, par son esthétique aussi. Bien, alors revenons à l'esthétique. Vous aussi, madame? Oui. Allons, bon, bien. Si c'est ça l'esthétique. Bon, alors continuons à parler de Schatzberg parce que ça c'est... Monsieur. Je m'excuse, je suis assez personnellement, moi j'ai beaucoup aimé le film, beaucoup. Oui. Il me semble que vous en ajoutez tout de même un petit peu. Et puis il me semble aussi que vous laissez un peu dans l'ombre tout le problème, la fameuse acatonie, enfin je ne veux pas être pédant, mais je crois qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas très bien ce que c'est. Enfin, c'est un schizophrène, vous ne l'avez pas dit, c'est très important dans le film. C'est important, comment? C'est un schizophrène, c'est une des formes de la schizophrénie, je m'excuse. Et je l'ai vérifié, parce que je n'en étais pas sûr. Et c'est tout de même très important parce que ces deux personnages représentent deux attitudes et deux positions en face de la vie. Il y a la brute, il y a le fonceur, il y a le gars qui a décidé que il passe à travers tout, que tout doit s'écraser, et tout s'écrase en fait effectivement jusqu'à un certain moment. Jusqu'au moment où son comparse lui a fait comprendre que la vie aussi c'était une poésie, que c'était aussi quelque chose de passionnant, et qu'on pouvait prendre les choses avec le sourire. Et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que le fonceur va échouer, et c'est à partir de ce moment-là que la crise de schizophrénie va apparaître et que ce malheureux va falloir l'enfermer. Alors ça c'est tout de même très grave, et là il y a quelque chose qui tout de même, moi m'a gêné un petit peu, c'est que le film part sur quelque chose et aboutit sur autre chose. Là, il me semble qu'il y a une rupture. Vous me direz, c'est peut-être la rupture normale de toute crise, de tout début de folie. Alors, j'aurais voulu, si je peux me permettre de poser une question, est-ce que vous pourriez, ça me semblerait peut-être pas inutile, rappeler en 1 ou 2 minutes ce que c'est que le Festival de Cannes, quels sont, grosso modo, les critères de choix des différentes nations, puisque c'est un truc national encore, et quels sont les critères de jugement, parce que ça semble assez ahurissant, le jugement. Enfin, on ne le saura jamais. J'en ai vu plusieurs et ça me semble Attendez, vraiment ahurissant. Merci beaucoup, monsieur, de tout ce que vous avez dit sur le film. Quant au Festival de Cannes, si on recommence à faire le procès du festival... Non, on ne peut pas faire le procès. Non, il ne s'agit pas. Il faut dire, je crois qu'on peut dire une chose, je pourrais faire une réponse très brève à monsieur. Le Festival de Cannes, pendant de très nombreuses années, a tout de même été un festival relativement officiel, si vous voulez, politique, chaque pays désignant 1 ou 2 films pour le représenter. Depuis quelques années, ce sont les 2 directeurs du festival, Favre-Lebré et Maurice Bessy, qui eux-mêmes vont dans les pays, vont en Amérique, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, etc., et choisissent eux-mêmes les films.
sous leur propre responsabilité. Donc, c'est le goût de deux hommes qui est représenté au festival. Et en plus, il y a le goût du jury. Alors on peut discuter. Il y a le goût des commissions quand même. Oui, Il y a les commissions de sélection quand même. Non, pour la France seulement. Seulement pour la France. Ah, comme c'est curieux. Seulement Nous sommes mais les non. seuls. Oui, oui. La France mais je ne savais pas ça. la C'est France très seule a important. une commission de sélection. Les autres pays, c'est... Merci de votre question, monsieur, c'est très non, intéressant. mais c'était important à dire parce que c'est probablement le seul festival où deux hommes prennent leur responsabilité. Il faut rajouter, pour nuancer ce que vient de dire Charles Rossel, en effet, que ces deux hommes n'ont pas toujours la possibilité d'emmener le film qu'ils ont choisi. Ça, ce qui est vrai aussi. En ce qui concerne pour ne la pas Russie, donner- pour la ne pas de- Russie, par exemple... Pour ne pas donner de détails, à Moscou, ils n'ont pas pu prendre le film qu'ils voulaient. Exactement. Bien sûr, donc tout ça n'est pas simple. Oh non, c'est pas Est-ce ça. que, voyez, monsieur, nous ne pouvons pas en dire plus, sinon on en dirait trop. Bien. Non, mais, Il s'agit du- on Non, a dit la vérité. On a dit la vérité, comme Non, et d'habitude. pour en revenir au palmarès de cette année, il reflète assez, je crois, la couleur du jury. Et moi, je Un trouve, jury pudibond, je trouve que c'est extrêmement austère. un palmarès qui me ravit parce que c'est un palmarès assez bien pensant. Madame Bergman est une femme pudibonde, vraiment? Oh là là, coincé Oh oui, jusque-là. oui. Oh, Non, qu'est-ce que tu en sais? ouais, non, je Qu'est-ce t'en que prie. tu en sais? Non, De non, mais quel ça, droit? alors vraiment... Une femme admirable. Non, c'est déplaisant. ça. Bon, Très c'est bien. une femme J'enlève merveilleuse. ce que j'ai dit, elle n'est Pour pas ça, coincée déplaise. jusque-là. Mais pas du tout, sûrement Ça pas. déplaise. Bien. Nous revenons avec Christian Ivaldi sur les routes américaines J'étais au jury. pour passer tout à l'heure, pour passer de l'épouvantail à la maman et la putain tout à l'heure. Merci Christian Ivaldi. Je remarque que vous n'avez pas du tout parlé du film anglais. Alors ça, c'est pas la peine. il est co-médaille d'or, mais hop, il exit, c'est fini. Bon, Disons alors, que les Parisiens, quand le film sortira à Paris, bon, iront voir je à vois- quel point bon, ce film est il nous reste pas inintéressant. tellement de temps. Il y a le grand prix spécial du jury, le prix d'interprétation féminine, le prix d'interprétation masculine, le prix du jury, le prix spécial, etc. Alors, grand prix spécial du jury, La Maman et la Putain, le film de monsieur Jean Jean Eustache, avec Alors- monsieur Jean-Pierre. Oui, Charançon. Alors quand M. Jean-Louis Bory vient de dire que ce jury était conformiste et bien pensant, En effet. moi je me marre. Parce que vraiment, la maman et la putain, il est difficile d'aller plus loin dans le genre. Dans le genre. Oh écoute, Jean-Louis. Jean Rasoir. Mais si, il est facile d'aller plus loin et il y en avait une preuve éclatante La grande justement, au bouffe. festival. Alors, la Maman et la Putain, vous en pensez quoi, Charançon ou Bory? Moi, je suis Ça dure très, 3 heures. très partagé sur la maman, la maman et la putain, parce que ce n'est pas, pour moi, qui suis un visuel, pour moi, ce n'est pas du cinéma. Voilà. C'est un immense monologue de Léo, extrêmement intéressant d'ailleurs. C'est un film qui moi, m'a intéressé, qui m'a touché à certains moments, mais ce n'est pas un cinéma selon mon cœur, selon mon goût, ce n'est pas le cinéma que j'ai toujours défendu, qui pour C'est moi, ce sont vraiment des images expressives. Or, il est certain, par exemple, que la scène du buffet de la gare de Lyon qu'on a revue hier à la télévision, eh bien, ce plan fixe ou ce merveilleux buffet, on ne le voit absolument Il n'en a pas, rien tiré. où on voit On s'en n'importe... fout du mais on s'en... Mais oui, mais ce que dit Léo n'est pas tellement passionnant, Non, n'est pas tellement prodigieux qu'un peu de décor autour ajouterait peut-être quelque chose. Alors donc, esthétiquement parlant, ce n'est pas mon esthétique, mais je reconnais que c'est un film qui existe Bien. et qui est en tout cas très supérieur à tout ce que Eustache a fait jusque-là. Ça, bon. C'est pas évident. Bon, Benayoun, oui. Non, moi je trouve Rapidement, que Stache est un allons vite. cinéaste intéressant, mais je trouve qu'en couronnant ce film-ci, je crois on attribue finalement par défaut un prix à Rivette et à Romer, dont il s'inspire et dont il est tout de même une approximation assez affaiblie. Rivette surtout. Ça, c'est évident. Surtout Rivette. C'est-à-dire que le jury découvre Bory, la Jean-Louis nouvelle Bory. vague maintenant que c'est une vieille lame. C'est Voilà. tout. En couronnant Eustache, le Cannes ne pouvait pas, cette année, ignorer pour une fois la sélection française qui était remarquable. Enfin, étant donné ce que la sélection française a toujours été jusqu'ici, lamentable dans le nougat et la guimauve, cette fois-ci, pour une fois, la France présentait du cinéma d'adulte.
que ce soit La planète sauvage de Topor, que ce soit La maman et la putain de Stache et que ce soit La grande bouffe de Marco Ferreri, c'était vraiment du cinéma qui secouait les spectateurs. Bon, en se rabattant sur Eustache, le Festival de Cannes, qui ne pouvait pas ignorer la France, s'est rabattu sur la chose qui était le moins dérangeant. Parce que je trouve que La planète sauvage est encore plus dérangeant que Eustache. Mais je te demande pardon, La planète sauvage est au palmarès. Oui, mais c'est un prix spécial qu'on donne, c'est un peu technique. C'est très bien qu'il soit primé. Michel Simon n'a rien dit de La maman et la putain. Non, moi je suis consterné de la réaction de mes confrères, parce que je trouve que c'est un film admirable, personnellement. Ah bon? Oui, absolument. Je dois dire que si j'avais été juré, si on m'avait demandé absolument de partager ce prix, je leur ai donné, bien que je trouve le film de Schatzberg extraordinaire, je l'ai déjà dit, je leur ai donné ex aequo pour couronner un grand film, À la maman et la putain d'Eustache. Qui est un film où j'étais arrivé peut-être prévenu, c'était un tort, en particulier à propos de Jean-Pierre Léaud, sur lequel on n'arrête pas finalement de faire des tas de contresens, parce que moi-même je m'y prête assez souvent, parce que je crois que Jean-Pierre Léaud c'est un cas. Ah oui. Un cas. Ça, c'est oui, vrai. non, mais un cas pas au sens ironique que vous l'entendez. Je crois que c'est un acteur qui peut être extraordinaire, où on ne voit personne qui puisse le remplacer dans certains rôles qu'il joue, et c'est un acteur qui peut être également catastrophique. C'est-à-dire tout dépend comment il est employé. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un acteur de composition. C'est un acteur qui est lui-même, et s'il se trouve dans un film comme une pièce rapportée, comme dans Le Dernier Tango à Paris, alors c'est très mauvais. Effectivement, il joue faux, et ce faux ne débouche sur strictement rien, et ça lui est arrivé très souvent dans beaucoup de films. Si au contraire, il y a un phénomène d'empathie ou de sympathie entre lui et le metteur en scène, il arrive à un phénomène d'osmose, et à ce moment-là, Léaud fait des choses dans un film d'Eustache, dans certains films de Truffaut, en particulier le film qui est sorti, dont on parlera sans doute, La Nuit américaine, mais également dans Baiser volé, dans certains films de Godard. Il se passe alors avec Léaud quelque chose d'extraordinaire, et il y a une émotion, il y a une maladresse, qui a un côté déchirant, qui à mon avis, il est le seul à pouvoir transmettre parmi les jeunes de sa génération. Je ne vois personne d'autre qui pourrait jouer ce rôle dans La maman et la putain. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça ne me gêne pas du tout le fait qu'on dise que c'est anti-cinématographique. Moi, personnellement aussi, ça m'arrive très souvent de dire que le cinéma, c'est visuel, etc. Mais dans ce cas-là, je m'excuse, quand ce sont des personnages qui m'intéressent, quand ce sont des situations bouleversantes, que la caméra reste 10 minutes sur un visage, si ce visage est émouvant, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas de critères, je ne sais pas ce que c'est que le cinéma. Le cinéma, c'est des sons, des images, un rythme, et si je suis captivé, je ne me demande pas est-ce que c'est du cinéma ou pas. Bon, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je trouve que c'est un film... Peut-être que Robert Benayoun va sursauter parce qu'il est beaucoup plus expert que moi dans la matière, mais je trouve que c'est un film surréaliste sous des aspects réalistes. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film comme certains Renouille au plafond, c'est surréaliste. Comme certains textes de Léris, par exemple, comme certains textes de Desnos sur la vie quotidienne à Paris, sur certaines rencontres dans des cafés, dans des gares, sur certains... Le paysan de Paris d'Aragon. Oui, le paysan de Paris. Il s'agissait de la magie du quotidien. Sur certaines femmes que l'on entrevoit, qui disparaissent, qui reviennent dans votre vie, etc. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement bouleversant, et même, je dirais que c'est très proche du film de Schatzberg, tout en étant totalement opposé par les moyens qu'il emploie. Je crois qu'il arrive au même résultat parce qu'il appartient à une culture totalement différente. C'est vrai que Eustache appartient à la Nouvelle Vague. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la dernière lame. Je trouve que ce film est un certain point de la Nouvelle Vague. C'est vrai qu'on fait des rapprochements avec certains films de Godard, avec Romer, avec Rivette, mais je crois que ça n'appartient qu'à lui. Bon. C'est un film qui n'appartient qu'à Eustache et qui ne doit, à mon avis, au niveau de la sensibilité, à personne d'autre. Bon, merci Michel Simon, c'est votre point de vue. Benayoun n'a pas hurlé quand vous avez dit surréalisme, mais il n'en pense pas moins. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de surréaliste là-dedans. Le surréalisme, c'est la magie du quotidien, et là, il y a vraiment la banalité du quotidien. Oui. Et justement, je crois que c'est l'objectif d'Eustache, et je crois l'avoir compris, de forcer sur cette banalité, car véritablement, il sollicite le quotidien. C'est donc, il a un objectif inverse à celui des surréalistes. Bon, on s'arrête là-dessus. Vous voulez qu'on parle des deux prix d'interprétation, féminine Joan Woodward et masculine Giancarlo Giannini? Oui. Ah oui, ça je crois qu'on peut en parler. Alors, parce que ça va permettre de parler des films. Oui, surtout, bien sûr. Parce que, alors, Charançol, Madame Joan Woodward... Oui, c'est en effet un grand numéro pour une grande comédienne, admirablement, à mon avis, mise en scène par son mari, qui est lui-même un grand acteur, j'accumule les grands, qui est Paul Newman, et également interprété par la fille des deux monstres sacrés. C'est très rare, ça. Le film est un film assez bizarre, parce qu'il a un côté très réaliste, un côté Tennessee Williams,
et aussi une étrangeté qui vient de précisément cette petite fille qui ne s'intéresse qu'à ses recherches de sciences naturelles et qui passe à travers cette maison extrêmement sinistre avec cette mère qui boit. Ce film crée tout de même un malaise grâce en grande partie d'ailleurs à la comédienne. Et c'est un film qui méritait d'être au palmarès sans être en effet un des événements du festival. Bon, si vous n'êtes pas d'un avis contraire, on parle... je suis d'un avis contraire. En ce qui concerne John Woodward, je trouve que John Woodward a toujours été une excellente actrice et qu'on l'a primée justement dans le film où elle cabotine le plus parce que dirigée par son mari, elle s'en donne à cœur joie. Elle sait très bien que personne ne l'arrêtera et ne lui dira couper. Alors je trouve que c'est une aberration de lui avoir donné ce prix, alors que précisément on pouvait le donner à Sarah Miles, qui a toujours été une très grande actrice et qui, dans ce film-là, le film anglais, qui est très mal distribué pour la mise en scène, méritait, elle, un grand prix d'interprétation. Et comme ça, la grande bouffe aurait dû... Dans un personnage de jeune dame de la haute société très frustrée et qui fait un peu penser, à la fois par le physique et par la voix, à la reine d'Angleterre. Oui, parfaitement. Oui. Et Sarah Miles s'est même livrée à une imitation volontaire de la reine d'Angleterre. Et c'est véritablement toute l'Angleterre. Toute l'Angleterre a les chapeaux de la reine. Voilà, c'est ça. Oui, mais ce rôle-là, c'est justement toute l'Angleterre exprimée par une actrice qui n'a vraiment aucun rapport avec le physique de l'emploi. Et c'était donc une grande actrice, et c'était là l'occasion ratée de la primer. Giancarlo Giannini. Ridicule. Non, ça c'est absolument absurde. On a vu il y a 2 ans, on avait donné un prix d'interprétation à Carlo Cucciola pour l'affaire Vanzetti, on a pu reparler de Cucciola. Maintenant on donne à un acteur vraiment sans intérêt dans un film vraiment... Quel film un film qui s'appelle Film d'amour et d'anarchie, qui est réalisé par la réalisatrice de Mini Metallo, sauvé par son honneur, un film de l'an dernier. Elle a l'air d'avoir un abonnement à Cannes, on ne sait pas pourquoi, et tous les ans il y a un film de Lila Wertmüller. C'est vraiment d'une vulgarité, d'une bassesse sans nom, et on couronne cet acteur en plus qui est totalement anodin dans un film répugnant, alors qu'il y avait par exemple Ugo Tognazzi, qui est un des plus grands acteurs mondiaux, qui n'a jamais rien eu, qui jouait dans 2 films où il était admirable, dans La Grande Bouffe et dans Nous voulons des colonels de Mario Monicelli. Il était extraordinaire dans les 2 interprétations, c'était un prix d'interprétation tout trouvé, on l'oublie. Il y avait Malcolm McDowell de l'Orange Mécanique, qui jouait dans le film de Lindsay Anderson, également oublié. Alors là on se perd en... Il y avait Noiret, il y avait Robert Blake. Philippe Noiret, il y avait Robert Blake dans Electra Gliding Blue. Alors on se perd en congé. On ne sait pas comment les prix sont distribués. Là ça me paraît complètement aberrant. Ah mais là je crois que c'est tout simple. On a donné ce prix à cet Italien-là pour ne pas le donner à Tognazzi. Il s'agissait surtout de ne rien donner à La Grande Bouffe. C'est un sac par un biais ou par nous allons en venir à La Grande Bouffe puisqu'il est au palmarès. Nous y arrivons dans quelques... Non, il n'est pas au palmarès. Absolument, mon cher. Ah non, le prix de la critique n'est pas inscrit au palmarès. Le prix, c'est le prix que donne la critique internationale pour corriger les erreurs du palmarès. Bon, le prix... Très attention. Moi, j'ai un palmarès sous les yeux qui est apparu dans un quotidien du soir. Oui, mais alors c'est un terme général de palmarès, mais le palmarès officiel du Festival de Cannes ne comprend pas le prix de la critique. Tu as raison, c'est exact. Le prix du jury, c'est la clepsydre ex aequo avec l'invitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Goretta. Ah oui, le Goretta. Oui. Non, vous voulez pas en parler? Si. Bah si, on peut en dire un mot. Bon, on en parlera plus tard, d'accord. Ils sont pas sortis. Des films sortis. D'accord. La planète sauvage de Topor. Ah oui, alors là, Très bon. Mais c'est pas sorti non plus. Qui pour moi est le film le plus important qu'on ait vu cette année à Cannes. Non, d'accord. Bien, nous en reparlerons en temps voulu. Graphiquement. Ah bah évidemment c'était le seul dessin animé. Oh bah ouais. Non, ne dis pas d'anneries comme ça, tu te fais du tort. C'est en effet le meilleur dessin animé qu'on ait vu en compétition. Bien, le prix de la première œuvre, Jérémy. Oui, c'est une œuvre anodine et charmante, mais qui n'avait pas sa place dans le palmarès. C'est Love Story sans cancer. En tout cas, le prix de la première œuvre aurait dû être attribué à M. William Gershio, auteur de Electra Gliding Blue, qui est un premier film sensationnel, faisant preuve d'un talent immense, et non pas de ce film très charmant, mais vraiment que tout le monde verra, qui aura certainement d'ailleurs le plus grand succès. Bien. Un succès de larmes, c'est charmant. Non, mais en effet, du moment que Benayoun prononce le nom, disons que la motocyclette bleue ne le ratez pas lorsqu'il sortira à Paris. Il est sorti. Eh bien alors ne le ratez pas, allez le voir. Et véritablement, il faut que la prochaine fois nous en parlions plus longuement. Car c'est, à mon sens, c'est un des films importants. D'accord. Nous en arrivons au prix de la critique FIPRESCI, qui veut dire je sais pas quoi. FIPRESCI, Fédération internationale de la presse cinématographique. Merci, Charles. Nous faisons tous partie. Ah, je sais, pas moi. La maman et la putain bis, donc vous êtes content, c'est cité une deuxième fois, ex aequo avec La Grande Bouffe. Je remarque que par conséquent, c'est 2 sélections françaises, Pavoison, hein, pour une fois. Bien, alors il faut bien qu'on parle de La Grande Bouffe maintenant. J'espère bien. Nous sommes là pour ça. On n'y échappera pas. Ah non.
Bien, vous aimez Non, tous. je crois qu'on D'utile peut- en périr de digestion. Non, Vous je crois aimez que tous ça. je crois que Il y a une Georges- injustice grave qui a été commise et il faut que Non. nous la réparions à ce micro. C'est pas une injustice, je trouve parfaitement normal qu'il ne soit pas au palmarès. Étant donné que justement, ça me paraît un film difficilement récupérable. Mais il Par est conséquent, il est récupéré. normal que La Grande Bouffe le soit. Alors, essayez de me donner envie d'y aller parce que pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Est-ce que tu as faim? Alors il faut d'abord dire, J'ai un il appétit faut normal. d'abord dire que Alors, le dis film n'est pas. pas du tout ce qu'on s'ingénie à nous dire depuis 15 jours. Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout un festival de scatologie comme, Oui. certains bien-pensants le disent. Je crois que si certains ont été choqués par ce film, on peut se ramener, disons, à la première de Victor et les enfants au pouvoir, dont l'un des personnages principaux était une pétomane très belle. Et c'est une pièce qui ne mais choque c'est plus une femme. personne. Une pétomane, c'est déjà différent de, C'est exactement de le Michel, sujet. c'est Piccoli, là, c'est Piccoli. Oui, mais c'est exactement Moi, pareil. j'aime mieux une pétomane que... Enfin, Oui, enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas Le pourquoi. phallocratisme, Enfin, il y a qui rage ce partout. qui a choqué il y a 40 ans et qui aujourd'hui est maintenant complètement admis sur les théâtres de Tant qu'à boulevard, faire. nous paraîtra dans quelques années parfaitement anodin. En tout cas, vouloir attaquer le film sur cette chose-là, il y a à peu près 1 minute de scatologie pour 2h20 ou Ce n'est 2h10 pas la de scatologie. film. Oui, enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, scatologie? Ben voilà. À un moment Scatos. donné, il piétine Il faut commencer par dans dire- une chose qui se prononce en 3 lettres, si c'est pas ça de la scatologie, En 3 lettres. Moi, Non, j'en voyais 5. disons 4 en parlant comme Alfred Jarry. Ah, Ça fait 6. non, 6. 4. oui, enfin, j'ai commencé par dire que justement Si, il n'y avait ça pas fait que ça, et que c'était une erreur totale d'objectif que de vouloir situer le film dans ces eaux-là. si je Bien puis sûr. Oui. Oui, mais faut enfin, dire- c'est le sujet qu'est-ce du qu'on film. voit Il faut dire C'est qu'il le sujet s'agit du d'un film. film. Il faut dire qu'il s'agit d'un film qui attaque la consommation, qui attaque la pollution, qui attaque un certain conformisme. C'est d'ailleurs finalement un film qui est le compagnon du charme discret de la bourgeoisie. C'est un film sur la fin d'une société, une société qui périt par le ventre et qui périt par ses excréments, c'est vrai. Les Donc sa entrailles pollution. électriques. Car il ne faut pas prendre le film à la lettre. On nous montre un monde qui est entièrement fait de digestion, d'absorption et dans laquelle tout ce qui est beau, tout ce qui est poétique est littéralement pollué. Enfin, Ferreri a dit le contraire. Oui, mais il ce a que dit dit- il ne cherchait aucune intention dans nos Oui, mais enfin, un auteur n'a pas analysé son propre film. Oui, Ça, mais- il faut bien qu'une bonne fois pour toutes les critiques Oui, oui, l'admettent. une fois de Les plus, c'est le rôle des critiques d'analyser les films. gambergent, comme d'habitude. Oui, mais c'est leur métier. Alors, Charles, vous pensez quoi de ce film? J'aimerais bien que vous le disiez. Moi, je pense que c'est un film qui veut aller trop loin et qui va trop loin. Ceci dit, bien entendu, ça existe. C'est pas un film insignifiant, c'est le moins qu'on en puisse dire. C'est un film, évidemment, on sort de là un peu sonné. On peut pas dire ça tous les jours. Enfin, Ferreri n'est pas quand même. C'est pas Fellini, quoi. C'est pas Bon. Fellini. Bon, d'accord. enfin, Mais c'est tout pas de le même même. Non, mais C'est ni Fellini, Il n'a pas ni besoin d'être De Sica, Fellini. ni Visconti. Bien. Vous Il savez, a déjà il y a derrière longtemps lui- que nous connaissons Ferreri et ses femmes à barbe. Il a déjà derrière lui une œuvre extrêmement cohérente et estimable. Il a une œuvre de provocateur systématique. Une fois de plus, il a voulu provoquer. Dépêchons-nous. Cette Il a fois, réussi. il l'a réussi, mais je dis, il a réussi, je ne nie Jean-Louis pas. Bory, merci Charansol. Bory, un mot? 4 notables, enfin 4 personnages. Tu vas pas te mettre à raconter le film quand même. Non, mais- On t'a dit un mot. Ah ben, il va être long. Mais ne coupez pas. non, 4 pas trop long. notables Non. réunis dans une villa, bouffe. Mais tout le monde le Bouffe, sait. et finissent par en crever parce qu'ils oui. sont inondés par leur propre merde. Il n'y a pas d'autre terme. C'est ça. Oui. Eh bien, c'est d'une telle aveuglante évidence au moment où tout le monde se prouve que les rivières ne sont plus. Au moment, peu de temps après avoir vu la Grande Bouffe, je nageais dans la mer de Cannes et je me suis trouvé t'avais très tort. exactement nez à nez avec une botte de poireaux d'un côté et, excuse-moi Georges, un étron de l'autre. J'étais dans la Grande Bouffe. Ouais. Et je n'avais qu'à me retourner vers le Carlton et je voyais la Grande Bouffe. C'est ça le film de Ferreri. Et si les gens l'ont très mal pris à Cannes, c'est parce que justement ils étaient les personnages de la Grande Bouffe. Si on veut faire un film sur la pollution, enfin... Mais oui, mais c'est un film très exactement. Le Ferreri, il a fait un film écologique et il l'a montré au premier mot, c'est-à-dire qu'il a pris le terme d'excrément dans le sens physique, humain du terme. Il a montré des gens qui vont périr asphyxiés, noyés par leurs propres excréments. C'est le film. Mais il l'a montré sur l'image et on voit véritablement les excréments. Alors là, les gens... Il veut Voilà. dire quoi? Que nous mangeons trop? Nous vivons par et pour la bouffe, nous périrons par la bouffe. Voilà exactement ce que Tu as Ferreri veut dire. déjeuné tout à l'heure. Mais permets-moi, je ne bouffe pas, je mange. Et même je déjeune.
Oui, nous sommes Non, mais ce qu'il fait dans la bouffe, c'est qu'il pense naturellement aux nations repues, aux nations qui crèvent de la consommation, aux nations qui veulent consommer sans se rendre compte que les déchets... Ah ben oui, mais justement, les gens ne veulent pas voir ce film-là. Nous sommes interrompus par monsieur qui trouve... Ce n'est pas un film vulgaire, je m'excuse, je ne suis Voilà. pas d'accord du tout. Bien, monsieur. C'est un grand film, c'est un film bravo. de grande qualité, qui Oui. est très difficilement supportable. Je m'excuse, j'en sors. Alors, je Vous vais en vous sortez dire là, que- maintenant, là J'en sors maintenant, oui, exactement. Mais, ah bon. De midi à 2h30, bon, si vous voulez. Et il n'a pas encore Vous vomi sur couperez. la personne de devant, c'est merveilleux. Pour tout genre. Bien. C'est un film très difficilement supportable, mais c'est notre problème, c'est notre vie, c'est vous, c'est nous, c'est Exactement. toute Bravo, monsieur. notre civilisation, Voilà, toute bien, notre bien. société, et vous traitez ça un peu à la blague. Ah, pas du tout, je Non, mais m'ai dit. Regardez, je suis tout rouge. Enfin, si on peut le voir. On peut pas Pas voir. vous, monsieur Jean-Louis Bory, pas vous, non, mais monsieur enfin. Charançol. Bon, prends ça un petit peu sur le plan du film Alors, je m'évertue à dire relativement justement qu'il ne faut secondaire. pas le prendre sur le côté extrêmement... C'est l'Apocalypse qui nous... Les 4 bons hommes, c'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Oui, d'ailleurs, il y a toutes les allusions et tout Personne y ne est. comprend pas tout ça. Mais Michel, Mais si, c'est Ne vrai, fais genre. pas toujours ton un numéro. dernier mot Il sur est ce film. monotone. Un dernier mot sur ce film, La Grande Bouffe. Michel Simon, parce qu'il nous en reste, je suis désolé, encore quelques-uns et quelques minutes. Alors, Non, je crois que c'est effectivement un des 3 grands films du festival. C'est un film remarquable. Ce qu'on pourrait éliminer tout de suite, c'est le problème de la récupération. Parce que quand Jean-Luc Bory dit que les gens ne veulent pas voir ce film, peut-être à Cannes, mais en tout cas à Paris, c'est un triomphe. Il y a 9000 personnes par jour. C'est le raz-de-marée. Ça va faire le succès Attention, oui. ça va faire le succès du dernier tango à Paris. Parce que malheureusement, pour La Grande Bouffe ou pour Ferreri, ou heureusement pour lui, il va être heureux de faire tant d'entrées. Mais maintenant, les films ne sont plus jugés sur leur valeur, mais sur le côté Barnum Circus. C'est-à-dire que les gens ne vont pas au cinéma pour voir un bon film, ils vont au cinéma pour voir une chose qu'on n'a jamais vue à l'écran. Alors là, ils ont été voir Le Dernier Tango pour le beurre, ils iront voir La Grande Bouffe pour autre chose. Or, l'intérêt... margarine. Non, mais la beauté de La Grande Bouffe, ça dépasse tout ce problème justement de manger, etc. C'est un film, c'est une tragédie, c'est un film sur l'obsession. c'est ça. Ferreri a toute sa vie traité d'obsédé, c'est ça. Il prend toujours un personnage qui va jusqu'au bout de son obsession. Il est évident que dans la mesure où il prenait des gens qui mangent, eh bien, il irait jusqu'au bout de cette obsession et les gens éclateraient littéralement à force de bouffer. Et c'est un film pathétique, sur notre société, effectivement, et je trouve qu'il faut en parler, effectivement, gravement. C'est un film tragique. Un des grands films tragiques de Apocalyptique. Et un film d'une grande tendresse et d'une grande délicatesse, étant donné son sujet. Car tous les personnages sont extrêmement sympathiques. Il faut bien dire que le personnage de Noiret est Merveilleux. d'une gentillesse, d'une Merveilleux. délicatesse et d'une Merveilleux. tendresse. Et qu'également le personnage d'Andrea Ferréol, qui est cette grosse merveilleuse dame comédienne. inconnue qui joue pour la première Merveilleuse. fois dans ce film. Merveilleux Rubens. Est une créature Rubens. d'amour, est une créature d'amour. bien. Bien qu'elle représente la mort, en fait, dans le film. Oui, forcément. Que vous dites. Qu'il dit. Bien. Oui, c'est l'ange de la mort. Mais parfaitement, c'est l'ange de la mort. Donc de l'amour. Bien. De l'amour et de la mort. Christian Ivaldi, l'amour, la mort et la bouffe. Bien, il nous reste peu de temps, non pas épuiser le palmarès, encore qu'on recommence avec Scarecrow, la fille catholique, le machin protestant. Il y a un prix protestant, vous avez vu, prix Interfilm, qui donne l'invitation, ce qui est très bien. Il y a 2 choses importantes. Il y a une chose importante, c'est le prix de la Commission supérieure technique, la CST, donné à Crise et chuchotement d'Ingmar Bergman, hors compétition, qui est un... Qui est Oh, ce alors chef-d'œuvre. D'après tout ce qu'on me dit, un film sublime. un des plus grands. Fantastique. Un des 2 ou 3 plus grands Bergman. Bon. C'est difficile de dire un des 2 ou 3 plus grands Bergman parce qu'il y en a à peu près 12 de très grands Bergman. Oui, mais des... Parlons des films sortis. Alors parlons plutôt, voulez-vous qu'on Non, je crois qu'on ne peut pas parler du film de Bergman maintenant en 3 minutes. Non. Il faut dire que c'est un film. Et on y reviendra en septembre quand il sortira. Il sortira qu'en septembre, enfin, vous le il y a- saurez, mais il y a alors des parlons films de qui ce qui est sont- sorti. Il y a Non, le... mais attends, simplement, il faut dire que c'est extrêmement rare l'expérience que l'on a devant une salle pleine de critiques internationaux, tous les critiques de tous les pays du monde. Voir Cris et Châtiment, à un moment, j'ai regardé la salle, c'était bouleversant de voir tous les gens avaient le visage quasiment nu.
Et c'est fantastique de voir tous les journalistes de tous les coins du monde regarder un film comme ça, avec manifestement bouleversé jusqu'au tripes, c'est extrêmement rare. Bah oui, mais Bergman, ça se fait pas tous les jours. C'est fabuleux. Ça, c'est un il sort film qu'il qu'en faut voir à septembre. genoux. Il sort en septembre. C'est fantastique. Fantastique. Bon, bah, attends, Il faudra donc cinéma, retenir quand c'est votre ça. impatience jusqu'en septembre. Nous en parlerons donc dès le premier Masquer la plume de la saison. Alors, on va tout de même dire un peu quelque chose, et même beaucoup, sûrement, d'un bon film, d'un très bon film, sans doute. Et vous parlez pas de la nuit américaine? Si, C'est celui-là. ce que j'allais dire. Ah, c'est un très bon film. La nuit américaine de François Truffaut avec Jean-Pierre Léo bis, que vous avez tous vu et que vous aimez tous Ah, énormément. 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 Bien, Charançon, alors. Oui, moi je pense que si Truffaut n'avait pas commis l'erreur de se faire désigner hors compétition, le Grand Prix allait à son film, qui me paraît tout de même, je m'excuse auprès de Simon, mais tout de même supérieur à l'Épouvantail. C'est vraiment le meilleur Truffaut. C'est un film extrêmement difficile, puisque c'est le film dans le film, c'est-à-dire le casse-gueule classique. Il a réussi ça d'une façon merveilleuse. Tous les personnages sont typés d'une façon précise, émouvante. Nous sommes vraiment dans cet univers absolument factice d'une équipe de tournage, et en même temps devant des personnages réels, devant des personnages vivants. Moi, c'est un film vraiment que j'aime infiniment, et toutes les préventions que j'ai eues dans le passé contre Truffaut vraiment s'inclinent devant cette très grande réussite. Puis il y a longtemps qu'il n'avait pas réussi quelque chose aussi. Certainement, il avait grand besoin de se remettre en selle, et là, vraiment, il est très fâcheux, je le répète, que le film n'ait pas été en compétition. Il a déjà eu un prix. Oui, les je crois 400 que c'est pas- Oui, c'est il pas- a eu pour les 400 C'est pas une erreur du tout de la part de Truffaut. Il a c'est bien juste qu'il- fait, oui. Il a très bien fait. C'est un film qui a été fait par d'autres cinéastes. Par exemple, Minelli a fait aussi des films sur les tournages. C'est toujours très difficile de faire ce genre de film, mais ça n'avait jamais été fait en France. Et là, je crois que Truffaut a réussi non seulement à rendre parfaitement... Si ça a été fait dans Silence et d'or, excusez-moi de vous rappeler un grand classique du cinéma français. Non, ça a été fait. Oui, et c'est ça a vrai, été c'est fait vrai, par, c'est non, vrai. ça a été fait par un grand prédécesseur de Truffaut. Et moi, j'ai pensé au Le Carrosse d'or de Renoir, où constamment, ce que Renoir fait à propos du spectacle. Ah oui, mais c'est théâtral- pas la oui, même mais alors, chose. Ah oui, mais là, il l'a fait. Mais Truffaut, si vous voulez, a réussi, en tant que metteur en scène de cinéma, il a réussi son Carrosse d'or. Ça, je veux dire que, pour moi, j'ai eu le plaisir des retrouvailles, c'était le bonheur des retrouvailles. On retrouve le Truffaut que l'on aime, doux, amer, tendre, ironique, mélancolique, puis alors un cœur, une gentillesse, sa façon de traiter ses comédiens, de montrer combien les comédiens sont des gens vulnérables, fragiles, comment il faut les conduire, les entourer d'affection et de précaution, parce qu'ils se brisent pour un rien. Tout ça est dit. La façon aussi de jouer entre le mensonge et la vérité, tout ça. La nuit américaine, dont le titre même signifie à quel point le cinéma est trompeur, puisque c'est la fameuse nuit que l'on obtient de jour par des objectifs spéciaux, eh bien, ça, c'est véritablement c'est une réussite parfaite. Et ça prouve que Truffaut a réussi son film. la démystification des trucages à partir duquel les Truffaut cinémas a est réussi. fait ne démystifie pas du tout le mirage du cinéma, et au contraire l'augmente. oui. Bien, Michel Simon. Oui, non, je crois qu'on peut s'interroger pourquoi peut-être tout le monde sera d'accord, c'est le meilleur film de Truffaut depuis très longtemps, pour moi depuis La peau douce. C'est le meilleur film de Truffaut Oui, tout court. peut-être on peut dire que c'est le meilleur film de Truffaut, pourquoi? Et je crois que la réponse est dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, Truffaut explique à Jean-Pierre Léo que le cinéma, ça compte plus que la vie, c'est plus harmonieux que la vie, que c'est comme un train qui roule dans un tunnel. C'est merveilleux le cinéma. Et je crois que c'est le film de Truffaut qui parle de la seule chose qui Qu'il aime. compte pour Truffaut, avant tout, le cinéma. Son métier. Et il y a une émotion, il y a un engagement total de Truffaut dans ce film qui fait que d'un seul coup, sa caméra a des ailes. On a vu Une belle fille comme moi, c'était pesant, etc. Et d'un seul coup, on voit un miracle d'aisance, la grue monte, d'humour. il y a d'humour, il y a drôlerie. une détente à l'égard de tout, de ces acteurs, etc., qui est absolument merveilleux. Et ça, je crois que c'est la grande leçon du film, c'est le film le plus sincère de Truffaut, le plus émouvant. À mon avis, c'est un film très drôle au premier niveau et en même temps bouleversant au second. Ce qu'il dit sur les acteurs qui aiment s'embrasser, qui aiment toujours se réconforter, ce qu'il dit sur la panique du tournage, parce que c'est un tournage des 1000 petites choses. En fait, c'est une confession et je crois que c'est vraiment... Moi, Truffaut ne m'avait jamais touché comme ça. Merci Michel Simon. Personne ne l'a vu dans la salle? Quelqu'un qui l'a vu? Si, il y a Monsieur, plusieurs- au troisième rang. La nuit américaine, je l'ai vu, c'est très très bien. C'est un film qui m'a plu énormément. Pourquoi, monsieur? Ben pour tout, il est très bien. Pour tout. Bien. Bah, ça, Bien c'est joué, bien tourné, c'est très très bien. C'est formidable. Formidable. Bien, monsieur. Merci.
Et derrière vous, monsieur, vous l'avez vu aussi, c'est La Nuit américaine, hein, c'est celui-là dont vous parlez. C'est nettement le meilleur Truffaut, à mon avis. C'est remarquablement interprété. C'est filmé avec une délicatesse et une légèreté. Et n'ayant pas vu les deux autres films français qui sont allés à Cannes, c'est-à-dire La Maman et la Putain et le Topor, je crois que celui-ci est le meilleur, avec évidemment La Grande Bouffe, qui est un film libérateur. Bien, et merci. Rabelaisien, enfin. Bien, monsieur, je suis heureux de vous savoir libéré. Il s'agissait donc de La Nuit américaine de François Truffaut. C'est tout? Non? Lozé? Oui? Oui. Ah oui, Ah oui, oui. il faut dire qu'on C'est a, ça. on a fait la fine bouche devant ce film de Lozé, qui est un film remarquable. Lequel? Il s'agit de La Maison de poupée. Oui, mais... Non, c'est pas un film remarquable, Si, c'est un film très bien fait. C'est décevant. Ça montre à quel point Ibsen est ennuyeux. anachronique. Exactement, est ana- ennuyeux. Oui, mais justement, anachronique. Lozé a Jacques- remis Ibsen a remis à flot Ibsen. Non, mais et vous Il s'en savez est servi, il l'a utilisé, il a illustré un certain nombre Charançol de seul. phénomènes contemporains à partir d'Ibsen. Charançol tout seul. Non, il n'y a Rapide. aucun phénomène contemporain. Jane Fonda a voulu tourner le rôle de Nora parce que c'est un grand cheval de bataille des grandes comédiennes depuis Réjeanne, Ladouze et Suzanne Després. Et de plus, elle a espéré, dans la dernière scène, pouvoir faire passer le message avec un grand thème Eh oui. du mouvement de libération de la femme. Eh bien, ce message ne passe pas. Malgré C'est un Del- film malgré Delphine profondément- Seyrig. profondément anachronique. Et alors, précisément, vous avez raison de nommer Delphine Seyrig, qui, dans un rôle tout à fait secondaire, dans un rôle de confidente, mais à mon avis, Jane Fonda dans sa poche. Elle ça, c'est tricote tout à fait sublimement, exact, ça c'est oui. vrai. Non, mais je crois que c'est toujours le même problème. On demande au grand metteur en scène de faire le triple saut périlleux. À chaque film, Lozé a fait un film ici en 4 semaines. Il a pris une pièce d'Ibsen. Il a été metteur en scène de théâtre dans les années 30. Ça devait le passionner une fois dans sa vie de cinéaste de prendre une pièce qu'il aimait, de la mettre en scène dans un décor fermé et de faire jouer de grands comédiens. À mon avis, il a rempli son contrat parfaitement. C'est les buts de Chaumont, c'est les buts de Chaumont dans le meilleur Non, cas. non. C'est du très bon cinéma. Non, disons que c'est un des 20 mais ce sera un des 20 Il faudrait ou que les buts de Chaumont mais soient non. comme ça. Mais ce sera un des 20 ou 25 meilleurs films de l'année, mais comme c'est de Lozé, on attend qu'il fasse un des 3 ou 4 meilleurs films de l'année. Mais on a le droit, on ne peut pas toujours se surpasser. Exact, Il a fait un bon film, un film admirablement joué. Moi, je trouve que Jane Fonda est remarquable. Et je trouve qu'il a dépoussiéré Ibsen parce que justement, on voit des êtres de chair et de sang. Je m'excuse, David Warner existe sur l'écran, Jane Fonda existe sur l'écran. On parle d'argent, on voit l'argent jouer un rôle capital dans cette pièce. C'est montré, c'est décapé par Lozé. Et moi, je n'ai pas trouvé que cette pièce c'est un cliché. c'est On dit toujours très beau à c'est un regarder. cliché. On dit qu'Ibsen, c'est la pièce à thèse, etc. Peut-être, mais sur l'écran, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas une pièce à thèse. Enfin, c'est Moins pour que- ça que Jane Fonda voulait jouer le rôle, en tout cas. Ah oui, mais ça c'est une autre affaire. certain. Il faut dire que justement Lozé a triomphé de Jane Fonda et de Delphine Seyrig qui Mais dans passaient quel au état tournage j'en Dans suis quel passaient leur état temps à pas l'embêter. sûr. Oui, oui. Dans quel état Bon, alors Oui. il a réussi malgré cela à faire un très beau film. Je crois qu'il faut aller. Bien, mes enfants, Un il film faut- intéressant, c'est tout ce qu'on peut il dire. faut qu'on s'arrête, je crois, à moins qu'il n'y ait une dernière question bouleversante que j'ai oublié Bah, de poser. Il y a tout de même un jeune spectateur qui voulait qu'on parle de Kayat. Ah, bon, alors, Charançol... Et on ne veut pas parler de Ludwig, Requiem pour un roi vierge toujours paternel. Moi, j'aimerais mieux parler de Ludwig, Requiem pour un roi vierge, Oui. qui est un film extraordinaire. Alors, nous ne parlons pas de Kayat, là. Extraordinaire, c'est pas qui est Kayat. qui est un film tout à fait extraordinaire, qui est le meilleur film allemand que j'ai vu depuis des années. Tout à Et fait je exact, suis oui. tout à fait surpris de voir que ce film sort dans une petite salle qui s'appelle Le Marais, au lieu d'avoir la sortie fracassante du Louis II de Bavière de Visconti, alors que ce film le surclasse de très loin Non, alors je suis et tout à fait de cet avis, oui. infiniment plus dans l'esprit, en tout cas, de ce personnage extraordinaire que fut Louis II, infiniment plus près que l'académisme de Visconti. Bien, ça c'est l'opinion de Charançol. Il se trouve que Benayoun, qui est jamais de cet avis... Oui, Mais je sans- trouve que c'est un film qui fait exactement ce que ne fait pas le Visconti, c'est-à-dire qu'il analyse non seulement la folie architecturale de Ludwig, chose que Visconti avait totalement passée Oui, sous silence, oui. également il analyse totalement très bien le détournement du mythe par la police et par les successeurs de Ludwig. Et c'est un film qui pousse l'analyse politique très loin et qui est également, sur le plan visuel, un film d'un délire baroque tout à fait intéressant. Bon, c'est pas les raisons pour lesquelles Charançol l'aimait, bien entendu. Peut-être, mais- disons que nous l'aimons pour des raisons différentes, mais en Non. tout cas nous sommes d'accord. Non, moi, je l'aime parce ce que c'est film un est très film supérieur au film de Visconti. Complètement délirant. Pour faire plaisir au jeune homme, un mot sur Il n'y a pas de fumée sans feu de Kayat avec Annie Girardot, avec... Pas vu, on était à Cannes. Boris l'a vu?
Je l'ai vu, mais j'ai pas envie d'en parler parce que, étant donné le sujet et la bonne volonté qui me désarme d'André Cayatte, j'ai pas envie de parler de ce film parce que je dirais du mal et ça sera contre mon cœur et contre tout ce à quoi je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Devant quelqu'un comme Cayatte, je suis désarmé parce que, personnellement, je trouve que c'est du très mauvais cinéma. Pardonnez-moi. Et il prend toujours des sujets qui me tiennent à cœur et aux tripes. Alors je suis derrière entre deux chaises, je préfère pas en dire Oui, mais du le mal. public aime ça. Ben, j'espère que le public aime ça. Parce Alors qu'au c'est moins- ça qui est important. Mais oui. c'était pour lui. Mais c'est important. Parce que, mais oui, ben, si pour lui. Oui, mais- grâce au film de Cayatte, il peut être sensibilisé aux problèmes politiques posés par Cayatte, vive Cayatte. C'est déjà pas mal, d'accord. dit monsieur. Bah C'est oui. ça. Oui, parce que. C'est ça. Quoi? Attendez, monsieur, Attendez, nous venons vers vous une dernière fois. Paola vient vers vous. C'est pas normal, quand le film est sorti, de le démolir systématiquement, Bah oui. parce que c'est du Cayatte, parce que tout de même, le problème qui est posé Exact. est un problème très important, Oui. et qu'il fallait le citer aujourd'hui, ça n'aurait Oui. pas été normal de ne pas Oui, le et citer. qui dépasse même ce à quoi on peut penser, sûrement. Qui va peut-être même, et qui est Oui, peut-être excusez-moi, Jean-Louis Bory, c'est peut-être le moins mauvais Cayatte. Oui, mais alors dans ce degré-là. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, vous êtes une. D'accord. Vous êtes. Je voudrais un dernier mot. Oui. Je voudrais Ça que. sera sûrement pas le dernier, il n'y a pas moyen. Dépêchez-vous. Non, mais je voudrais qu'on aille voir un film qui risque de passer inaperçu et qui est très important. C'est Les Dupes de Tawfik Sallah. Ça, c'est les bonnes œuvres, ça. Non, c'est pas les bonnes pas du œuvres, tout. c'est un excellent film. C'est un très bon film. Je fais exprès, vas-y. C'est Les Dupes, qui est tourné par un Égyptien qui a été tourné à Damas et qui est sur le problème le problème du Proche-Orient. Et c'est la première fois qu'on voit justement un cinéaste arabe parler de ce problème, le problème des Palestiniens, d'une façon déchirante, sans aucune démagogie et sans aucun trépidement de fureur. C'est pas du tout un film de propagande, simplement il montre à quel point le destin de ces Palestiniens exilés chez les frères arabes, le destin peut être épouvantable. Qu'il n'y a pas seulement les vilains Israéliens qui sont responsables de tant de misère, mais qu'il peut y avoir aussi des responsabilités chez les frères arabes. Et je suis assez content que ce film sorte en même temps que la visite de l'émir Faisal à Paris. Bien, je retire ce que j'avais dit qui était pas gentil. Tu répètes le titre du film. Les Dupes de Tawfik Sallah qui sort Quintette Positive, je crois. Allez le voir parce que c'est vraiment... D'abord, c'est du excellent cinéma, puis c'est un film chaleureux, d'aventure, d'ailleurs, plein de bouleversant, suspense. et c'est un très beau film. Bon, je vous rappelle que nous avons là fait une émission un peu rapide sur Cannes, mais enfin, on ne peut pas parler de tous les films, il va aussi parler des films qui étaient sortis à Paris. Je vous rappelle que dimanche prochain, vous avez un autre Masqué la Plume consacré à Cannes, qui est un Cannes bis, fait par Dutch à Cannes hier ou avant-hier. Hier, Jean-Louis Bory y était. Je vous rappelle que le prochain enregistrement du Masqué la Plume, qui sera le dernier de la saison, est le 23 juin. Je vous rappelle également que nous étions, comme d'habitude, comme d'habitude, il change quelquefois, mais aujourd'hui, Georges Charançol, Jean-Louis Bory, Robert Benayoun, Michel Simon, Christian Ivaldi, maintenant au clavecin. Ici, François-Régis Bastide. Bonsoir, à dimanche prochain.